Bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième vidéo concernant la deuxième partie du cours. Donc aujourd'hui, on va parler des lois normales dans le cas général. En réalité, dans la première partie, on avait parlé des lois normales N01, c'est-à-dire centrée réduite. L'espérance était égale à 0 et l'écart type à 1. Et dans les faits, dans la réalité, ça sera rarement le cas. On va étudier des lois normales, mais qui ne vont pas être centrées réduites. Elles vont dépendre en réalité de deux paramètres, mu, donc son espérance, et sigma, son écart type, ou sigma carré, sa variance. Alors, du coup, qu'est-ce que ça veut dire qu'une variable aléatoire x suit une loi normale de paramètres mu et sigma carré? Donc là, attention, le deuxième paramètre, c'est bien sigma carré. Ça signifie que la variable aléatoire z définie par x moins mu sur sigma suit une loi normale centrée réduite. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que quand j'étudie une loi normale cas générale, mu sigma carré, je peux me ramener à une loi normale centrée réduite, c'est-à-dire mu égale 0, enfin mu prime du coup égale 0 et sigma prime égale 1. Et donc, ça signifie que si vous avez bien compris le cours sur les lois normales centrées réduites et que vous êtes bien exercé sur les exercices, alors vous allez totalement maîtriser ce cours sur les lois normales dans le cas général. Alors les nouvelles propriétés sont que l'espérance de x cette fois-ci va valoir mu, la variance va valoir sigma carré, donc l'écart type vaudra sigma. Et qu'est-ce qu'on a aussi? On a une répartition intéressante. Je vous laisse voir la gaussienne là de trois couleurs, donc avec une zone bleue, une zone verte et une zone orange. En réalité, la probabilité d'être dans la zone bleue, c'est-à-dire entre mu moins sigma et mu plus sigma, ce sera environ égal à 0,68. C'est-à-dire que dans 68% des cas, on sera concentré autour de l'espérance dans une amplitude de sigma, c'est-à-dire je pourrais me balader de moins sigma par rapport à mu ou de plus sigma. Alors là, c'est une amplitude de 2 sigma plutôt. Ensuite, la probabilité d'être entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, c'est-à-dire dans la zone verte ou dans la zone bleue, c'est 0,954. Donc dans à peu près 95% des cas, on sera dans ces deux zones-là. Et si on étend encore plus, donc la probabilité que notre variable aléatoire prenne une valeur entre mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma, ça va être environ égal à 0,997. Donc dans presque 100% des cas, on sera entre mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma, donc zone orange, zone verte ou zone bleue. Ça signifie qu'il y a une partie négligeable de valeurs qui vont s'écarter au-delà de 3 fois la variance, l'écart type par rapport à l'espérance. Alors, ça veut dire qu'en gros, les lois normales, quand même, elles sont relativement contrôlées par leurs écarts types. Et quand même, moi, j'aimerais bien voir l'impact qu'a de faire varier mu ou de faire varier sigma. Alors, en fait, si je prends mu égale 8, j'ai ma gaussienne de couleur bordeaux ici. Et je m'aperçois que pour mu égale 8, eh bien, par rapport à la gaussienne standard qui est centrée en 0, elle a été décalée de 8 unités. Vous voyez, donc c'est comme si vous preniez votre gaussienne d'une loi normale centrée réduite et vous la décalez de 8 unités. Maintenant, si je prends mu égale 10, je vous ai fait 3 cas. Dans mu égale 10, on va décaler la gaussienne standard de 10 unités. Oui, mais ça, c'est si on ne touche pas à l'écart type, c'est-à-dire que c'est le cas de ma courbe bleue. Mais si je m'amuse à faire augmenter mon écart type, eh bien, ça veut dire que je vais augmenter l'hétérogénéité des valeurs. Plus mon écart type est grand, plus les valeurs sont hétérogènes, ont tendance à être hétérogènes. Pourtant, la courbe, la zone délimitée par la courbe, elle doit avoir toujours, pour R total, une unité d'air. Donc, ça signifie que le pic sur la courbe bleue, il est forcément plus haut que le pic sur la courbe orange, vu que la courbe orange, elle peut prendre des valeurs beaucoup plus écartées de l'espérance.
Donc son pic va avoir tendance à baisser. Et également, si je me base sur la courbe verte, là j'ai carrément fait varier l'écart type, je l'ai mis à 5. Vous voyez que la gaussienne, elle est pas plate, mais elle est quand même avec une pente très atténuée. Par contre, on a une perte d'homogénéité énorme. Là, on est dans une situation où on aura beaucoup d'hétérogénéité. Donc, moralité, faire varier mu, ça décale le sommet de la gaussienne, et faire augmenter sigma accroît l'hétérogénéité, et donc atténue le pic. Alors maintenant, comment on se débrouille avec ce type de loi? Alors, il y a plusieurs exercices qui pourraient être posés. Le premier, donc, j'ai un exercice où j'ai x qui suit une variable aléatoire, n7, 2 au carré. Et donc, à l'aide de la calculatrice, il faut déterminer des probabilités. Alors, hop. Donc 7, 2 au carré, il me semble avoir dit, voilà. Alors dans les exos, bien souvent, vous avez ça. 7, 4. Alors attention, 4, dans ce cas-là, c'est sigma carré. C'est-à-dire que quand on vous annonce une loi normale, on vous annonce mu et sigma carré. C'est-à-dire pas l'écart type, mais la variance. Donc c'est pour ça que moi je prends toujours l'habitude de mettre n, 7, et là 4 c'est 2 au carré. Parce que mon écart type ce sera 2. Et mon espérance ce sera 7. Et ça va être fondamental pour les manipulations à la calculatrice. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Bon, eh bien, on va pas les refaire parce que c'est exactement la même chose que dans le premier savoir-faire. Mais en gros, vous prenez votre calculatrice. Ici, vous cherchez une probabilité. Donc, vous connaissez tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Vous avez donc la commande normal frep à faire. Et normal frep, ça vous demande mu, ça vous demande sigma. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? La borne inférieure et la borne supérieure. La borne inférieure, dans le cas A, c'est 6. La borne supérieure, ce serait 9. Ensuite, au niveau du mu et du sigma, regardez mon tableau. Je vous ai dit, c'est une loi normale 7, 2 au carré. Donc mu vaut 7 et sigma vaut 2. Ne mettez pas sigma égale 4, c'est le gros piège. Et en faisant ceci, vous allez obtenir la probabilité que je vous ai renseignée dans le cours. En ce qui concerne les deux autres probabilités, c'est la même chose, sauf que pour la B, eh bien, la borne inférieure, ce sera moins l'infini, c'est-à-dire vous allez mettre moins 10 puissance 99. Et pour la C, la borne supérieure, ce sera plus l'infini, donc vous allez mettre en borne sup 10 puissance 99. Donc là, a priori, rien de bien méchant. Ensuite, pour la question 2, on va y retourner. On cherche des nombres qui sont dans les parenthèses, c'est-à-dire je veux la probabilité que y soit inférieur ou égal à t, inférieur strict, égale 0,95. Alors y, cette fois-ci, suit une loi normale 6, 3. Et comme vous cherchez 6, 3 au carré, pardon. Comme vous cherchez quelque chose qui est dans la parenthèse, ici vous allez passer à du inv normal. Mais le inv normal, de la même façon, il marche avec mu égale 6 et sigma égale 3. D'accord? Dans la première partie du cours, on avait mu égale 0, sigma égale 1, mais ça prend en compte plusieurs facteurs. La seule chose, encore une fois, je vais vous le faire, c'est que ici, il faut voir sur quelle partie de la gaussienne je raisonne. Alors, mauvais schéma. Pourquoi mauvais schéma? Parce qu'en réalité, cette fois-ci, je ne suis plus centré en 0. Je suis centré en 6. Après, de toute manière, là, c'est juste pour vous faire une idée. Je veux que x soit inférieur à t, donc je vais prendre t ici, par exemple. Pardon, que y soit inférieur à t. Et il sera inférieur à t si je suis sur la zone de gauche. Donc, dans mon inv normal, je vais renseigner la zone gauche. Ce qui va me procurer la valeur pour t suivante, 10,935. Si je repasse à mon petit b, cette fois-ci, ça va être l'inverse.
comme y doit être supérieur à u, on va être sur la zone de droite, et donc nous allons avoir une probabilité, une valeur pour u d'environ 9,845. Voilà, bon là c'est un savoir-faire qui est très proche du savoir-faire précédent, sauf que on n'aura pas les mêmes valeurs pour mu et sigma, mais vous voyez, les manipulations restent les mêmes, donc aucun souci. Maintenant, on va passer au savoir-faire 3. Alors là, il y a une méthode qui est récurrente dans l'étude des variables aléatoires non centrées, non réduites. Ça va être de se ramener à une variable aléatoire qui va être centrée réduite. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, on modélise par une loi normale d'espérance mu et d'écart type sigma le temps t mis par un sportif amateur pour parcourir un 100 mètres. Et ce sportif a remarqué qu'il mettait en moyenne 13 secondes à parcourir la distance, qu'il arrivait à descendre en dessous de 12 secondes pour 5%, j'ai oublié, 5% des courses. Alors, si je dois modéliser mon énoncé, on me dit donc que ma variable aléatoire t suit une loi normale mu sigma carré. On me renseigne la moyenne, 13 secondes. Donc ça veut dire que mu vaut 13. Sigma, eh ben je l'ai pas, malheureusement. Mais on me donne autre chose. On me dit qu'il arrivait à descendre en dessous des 12 secondes pour 5% des courses. Donc probabilité que t soit inférieur ou égal à 12 égale 0,05. Voilà. Et puis, j'ai que ça. Déterminer les valeurs de mu et de sigma, ben mu, ça y est, c'est donné par l'énoncé. Alors pour sigma, un petit peu plus compliqué. C'est un petit peu plus compliqué et pour ce faire, on va centrer réduire. Alors pour centrer réduire, c'est très simple, tout est dans le nom. Centrer, ça signifie décaler. Ben, si là je suis décalé de mu, ben, je vais faire un moins mu pour me recentrer en 0. Et réduire, ça signifie ben, j'ai un écart type qui n'est pas 1, donc pour avoir un écart type de 1, je vais diviser par l'écart type. Je vais diviser par sigma. Moralité, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, la probabilité que t soit inférieur ou égal à 12, c'est la probabilité que je vais le réécrire en laissant un peu d'espace et je vais faire mes modifications. J'ai dit quoi? J'ai dit que j'allais faire moins mu. Alors, moins mu, ici, mu, ça vaut 13. Donc, moins 13. Et là, moins 13. Si je le fais d'un côté, je le fais de l'autre. Et ensuite, je vais diviser par sigma. Alors, je ne le connais pas, mais bon, qu'à cela ne tienne, hein, diviser par sigma. C'est pas grave. Donc, ça va me donner P. Alors, comment je l'ai appelé? Je l'ai appelé Z. Bien souvent, on l'appelle Z, cette variable aléatoire. Vous allez voir pourquoi. P de Z. Z, donc, c'est tout ceci. Pour ne pas réécrire tout le gros truc. Hein. Inférieur ou égal à 12 moins 13, moins 1 sur sigma. Donc, comme j'ai fait les mêmes modifications dans les deux membres de mon inégalité, la probabilité du début, c'est la même que la probabilité de fin. C'est comme quand j'écris deux inéquations équivalentes, en fait. C'est la même chose. C'est comme si on résolvait une inéquation. Et alors là, je vais me servir d'un résultat de cours. Même c'est pas un résultat, c'est la définition. On a dit que x, alors dans notre cas, x c'est t, suit une loi normale de paramètres mu et sigma. Si la variable aléatoire z égale t moins mu sur sigma, suit une loi normale centrée réduite. Donc, ça veut dire que maintenant mon z, qui est égal à t moins 13 sur sigma, suit une loi normale centrée réduite. Et ça va nous aider très fortement. Ça va nous aider de manière non négligeable parce que je sais maintenant que, en me rappuyant sur ma propriété hypothèse, hein, c'est-à-dire que P de t inférieur ou égal à 12 égale 0,05, c'est équivalent à dire
P de Z inférieur ou égal à moins 1 sur sigma égale 0,05. Et là, ça doit vous rappeler un petit savoir-faire pour ceux qui ne le savent pas, ou qui ne le voient pas plutôt. Je vais noter par exemple U, ça va être moins 1 sur sigma. Et donc, c'est équivalent à dire P de Z inférieur ou égal à U égale 0,05. Qu'est-ce que je cherche là? Je cherche ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc, qu'est-ce que je vais faire comme manipulation? Je vais faire une inv normale. Et alors, vous allez me dire, ouais, mais attendez, vous débloquez complètement. Parce que pour faire une inv normale, il faut connaître mu et il faut connaître sigma. Mais sigma, on ne l'a pas. Et oui, on l'a. Parce que certes, je ne connais pas sigma pour Z, pour T, pardon. Je ne connais pas sigma pour T et je suis bloqué. Mais pour Z, qui est l'autre membre de mon inégalité, je les connais. Je sais que mu Z, c'est 0 et sigma Z, c'est 1. Parce que c'est une loi normale centrée réduite. Et ça me débloque totalement la situation. À l'aide de inv normale, cette fois-ci, je vais donc avoir comme manipulation mu égale 0, sigma égale 1. Ici, je suis sur la partie de gauche, puisque je suis inférieur, et surtout l'air vaut 0,05. Donc je vais faire mon petit calcul à la calculatrice. Alors, ce qui me donne 0,05, 0,1 et gauche, collé, et vous allez avoir U environ égal à moins 1,645. Alors évidemment, là, on est dans des calculs qui sont arrondis et on ne peut pas faire autrement. Et donc, là, moins 1,645, je peux le mettre sur 1 pour faire un petit produit en croix. D'accord? Moi, je vais mettre là, tac. Ça me donnait sigma égale moins 1 fois 1 sur moins 1,645, environ égal plutôt. Et donc sigma environ égal à moins 1 sur moins 1,645, ce qui va vous donner un sigma environ égal à 0,608. En moralité, on a bien trouvé les valeurs de mu et de sigma. Donc comment on a fait? Je vous fais un petit rappel parce que ça, c'est quand même un savoir-faire qui va être déterminant. Mu sigma, l'un des deux va être donné dans l'énoncé. Ici, c'était mu, parce qu'on vous dit en moyenne 13 secondes, donc la moyenne, l'espérance moyenne, c'est mu. Ensuite, le problème, c'est qu'on va me donner une probabilité que je vais devoir exploiter. Mais cette probabilité-là, c'était P de T inférieur à 12 égale 0,05. En tant que tel, comme je ne connais pas sigma pour T, je ne peux pas l'exploiter. Donc, il va falloir que je centre et que je réduise ma variable aléatoire T. Pour la centrer et la réduire, vous faites moins mu et vous divisez par sigma. Vous faites vos modifications dans les deux membres, dans T et dans 12, pour avoir la même, une probabilité égale. Pour avoir ici Z qui va toujours suivre une loi normale 0,1 si vous faites bien les choses, inférieur ou égal à moins 1 sur sigma. Vous ne connaissez pas ce qu'il y a dans la parenthèse, vu que l'inconnu c'est sigma. Donc vous procédez en une inv normale pour trouver une valeur approchée pour moins 1 sur sigma et pour ensuite trouver la valeur à une valeur approchée pour sigma. Voilà. Moralité, ces lois normales, non centrées, non réduites, dépendent toujours de lois normales centrées réduites. Donc vous allez avoir les mêmes manipulations à faire à la calculatrice, avec ce qui va se rajouter une méthode de centrage et de réduction de la loi normale pour vous ramener à une loi normale centrée réduite. Entraînez-vous sur les exercices, c'est très important. Je vais faire 2 vidéos sur les exercices de cette partie. Une qui va être concentrée
est consacrée surtout sur les manipulations à la calculatrice, et une autre qui va être consacrée aux résolutions d'équations menant à trouver mu ou sigma ou des choses comme ça. Voilà. Je vous souhaite de bien travailler, bonne santé à tous et à très vite.